RMC After Marseille. Karine Galli. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Marseille. Nous sommes en période de trêve internationale et on va revenir sur une légende également de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas que les joueurs qui sont légendaires à l'OM. À mes côtés, il deviendra une légende parce qu'il suit déjà l'OM depuis longtemps. C'est Flo Germain. Normalement, il est à Marseille et là, on a le bonheur de l'avoir en studio avec nous. Ça va, Flo ? Salut Karine, tout va bien, merci beaucoup. Tout va bien à Marseille ? Merci de cet accueil. Bah écoute, pendant la trêve, ça se calme un peu, donc tout va bien. Petite parenthèse, équipe de France. Notre invité, c'est plus de 65 ans de vie liée à l'Olympique de Marseille. C'est une légende vivante, c'est Mario Albano. Bonjour Mario. Bonjour Karine, bonjour Florent. Salut Mario, c'est un journaliste suiveur de l'Olympique de Marseille absolument incontournable. Il connaît tout de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il a suivi l'OM de 1978 à 2023. Mario, tu as couvert l'OM pendant 39 ans et tu as fait ce livre, OM à jamais les premiers. Tu racontes ton Olympique de Marseille. C'est pas compliqué en fait, il y a une histoire minimum pour chaque jour. Et puis tu racontes aussi que finalement, tu es né le 19 janvier 58, mais que tu allais même au Vélodrome avant parce qu'en fait, tes parents étaient fous de l'OM et donc quand ta maman était enceinte de toi, tu allais déjà au stade. Et oui, et donc comme ça, je ne peux pas me souvenir du premier match auquel j'ai assisté parce que j'étais dans son ventre et évidemment, je ne devais pas être tourné du bon côté. J'ai pas vu à quel match j'ai assisté avec elle enceinte. Voilà. Flo, et comme je l'ai précisé, j'ai eu la chance de naître un jour de défaite de l'OM à domicile contre Angers, et donc comme ça, comme mes parents allaient voir tous les matchs, ce jour-là, ils ont évité d'aller au stade, quoi. Parce que c'était un dimanche. Flo, tu connais Mario Albano, vous avez été confrères, c'est une légende vivante, c'est une bible de l'histoire de l'OM, il a tout connu, le plus beau comme le pire. Exactement. Moi, je dis souvent qu'on ne peut pas comprendre l'OM si on n'a pas le plus grand respect, l'affection, la curiosité envers les journalistes qui sont des bibles de l'OM. Mario Albano, Avi Assouli nous écoute peut-être de tout là-haut. On pense évidemment à lui et à sa mémoire. Jean-Louis Pacul, Alain Pécheral. J'ai eu la chance de travailler avec son fils Yann. Voilà, je ne peux pas citer tout le monde, mais ce sont des journalistes si précieux, qui ont eu la chance aussi de vivre la grande époque de l'OM avec le titre suprême en 93, qui ont eu la douleur de connaître des drames comme Fouriani. Donc voilà, quand ils sont à nos côtés, on se fait petit, on les écoute, on grandit et on s'imprègne de leurs histoires. Et c'est vrai que voilà, parler de ce livre-là, je trouve en plus très original dans le format, ça me fait plaisir. On va revenir sur 5 dates que tu as choisies, Mario, parce que je t'ai demandé de me donner 5 dates parmi tes préférées. On va commencer par la première que tu m'as donnée, c'est le 30 décembre 66. Tu étais au stade, tu avais 8 ans et demi et il y a une légende qui va marquer les esprits ce jour-là. Parle-nous de Josip Skoblar, lui l'immense joueur de l'Olympique de Marseille qui était encore présent au Vélodrome d'ailleurs lors du dernier match face à Brest. Donc une légende vivante lui aussi qui vient toujours au Vélodrome. Alors, Josip Skoblar est arrivé en décembre 66 à Marseille et il a joué son premier match à l'extérieur, à Valenciennes. Et à l'époque, les matchs n'étaient pas télévisés, donc les supporters qui se déplaçaient très très peu à l'époque n'avaient que les journaux pour savoir ce qui s'était produit. Et à l'époque, il y avait une publicité pour Esso qui disait « Mettez un tigre dans votre moteur ». Et le journaliste du Provençal, qui était une légende bien avant moi, Maurice Fabreguet, avait écrit, à l'issue de ce match, « L'OM a mis un tigre dans son moteur ». Non, un tigre dans le moteur de l'OM. Et ce tigre, évidemment, c'était Josip Skoblar, puisque pour son premier match, il avait marqué un but, il avait mis une droite au stopper qui lui caressait un petit peu trop les chevilles, il avait réussi des gestes absolument extraordinaires, et le problème c'est que la trêve arrivait là-dessus. Et donc Marcel Leclerc, le président de l'OM, qui voulait présenter son nouveau joueur au public, a dans l'urgence organisé un tournoi sur 2 jours, le 30 décembre 66 et le 2 janvier 67, avec l'AS Monaco, l'Admira de Vienne, et puis le premier match, c'était OM Dynamo Pitești, un bon club roumain qui jouait régulièrement la Coupe d'Europe à ce moment-là, pour présenter Josip Skoblar au public marseillais. J'avais 8 ans, 11 mois et 11 jours, et mon père m'amenait au stade Vélodrome, non pas pour voir Dynamo Pitești, mais pour voir Josip Skoblar, ce phénomène qu'on allait découvrir. Et là, au bout de 30 secondes,
Au bout de 30 secondes, il a reçu un ballon à 10 mètres du but adverse. Il était dos au but. Il a contrôlé, il a pivoté, il a frappé du pied gauche et il a marqué. Et avec mon père, nous étions à la tribune Gannet, donc on surplombait la surface là où il a marqué. Et là, quand il a frappé, j'ai vu des éclairs autour de son pied. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Non seulement il marque un but au bout de 30 secondes, mais en plus, quand il frappe, ça fait des éclairs. Pour moi, c'était miraculeux. Et c'est peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, il s'agissait des flashs des photographes qui étaient derrière le but, qui évidemment avaient tous déclenché au moment de la frappe de Skoblar. Et vu d'en haut, ça faisait des flashs. Mais bon, vous savez, dans le film de John Ford, L'homme qui tua Liberty Valance, l'un des personnages, je crois, c'est James Stewart qui dit « Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende ». Alors donc, pour moi, je garde la légende, c'est-à-dire que Skoblar, quand il frappait, ça faisait des éclairs au bout de son pied. Et immense joueur, on rappelle notamment record de buts sur une saison en D1 avec 44 buts en 1971. Flo, l'une de ces dates qui t'a marqué, que tu as voulu nous conter? Déjà, un petit truc sur le format, Mario. Moi, là où je trouve que ce livre il est très très original, c'est que chacun le lira à sa manière. Hein. Tu peux le lire d'un coup et tu vas te régaler, mais tu peux, et je pense que ça va être mon cas, le laisser tous les jours maintenant sur mon bureau, et je pense que quand je vais me réveiller un 23 mai, je regarderai ce qui s'est passé un 23 mai. Quand je vais me réveiller un 6 janvier, je regarderai le 6 janvier. En fait, c'est quelque chose un livre qui peut t'accompagner tous les jours. Il n'y a que le 26 mai, on sait tous l'histoire. Ouais, évidemment. Forcément. Mais il y a d'autres histoires. C'est la première date que j'avais cochée d'ailleurs. Hein. Exactement. Moi, j'ai noté le 28 mai, justement. Raconte-nous, Mario, cette histoire de Pierre Cahuzac. Pierre Cahuzac, qui part qui donne la compo aux journalistes, et heureusement que la presse est là pour savoir qui joue, qui est remplaçant et qui n'est pas convoqué. Mais c'est dingue cette histoire. Oui, il en avait fait d'autres de temps en temps. Un jour, je ne sais plus si c'était à Metz ou à Lens, il donnait ses consignes dans les vestiaires avant un match, et puis il dit à Francini, et toi, sur tous les coups de pied arrêtés, tu te mets au 6 mètres au premier proto. Et Francini lui dit, mais coach, je joue pas. Alors il dit, si tu entres, voilà. Donc il a multiplié des trucs comme ça. D'ailleurs, on le retrouve aussi en janvier. Un jour, l'OM avait fait un match amical contre le Matra Racing, et puis il y avait un joueur qui flambait dans Matra Racing, et il dit, il est bon celui-là. Hein. Et son président, Jean Carieux, lui dit, mais Pierre, c'est Rabat Madjer. Et il a dit, qui ça? Bon, voilà. Donc il les a multipliés, et là c'était le dernier match de la saison. L'OM jouait à Sochaux. Il savait que l'année d'après, il allait plus entraîner l'OM, tout en restant au club pour honorer son contrat. Et il sort, il voit le journaliste, il était très correct, il nous donne les 11 titulaires, les 2 remplaçants, et à demain. Et il s'en va. Et puis quelques minutes plus tard, je vois sortir Jean-Charles Debono avec une serviette autour de la taille, torse nu. Il penche la tête vers la droite, vers la gauche, et oui, mais il est où? Il dit, mais qui? Le coach. Il est parti. Mais comment il est parti? On a rendez-vous dans 1 heure à la gare Saint-Charles pour partir à Sochaux. Il nous a pas donné la compo d'équipe. On ne sait pas qui part, qui reste. Alors voilà, avec les confrères, je me souviens qu'il y avait Alain Roséguini du Méridional, j'étais au Provençal. Vous avez donné la compo, quoi. On lui a donné les 11. On dit, toi tu joues pas. Toi tu peux rentrer chez toi. Voilà. Mais on n'a pas fait de blague. Hein. On n'a pas dit à ceux qui jouaient pas qu'ils allaient jouer et inversement. Non, nous avons été tout à fait honnêtes. Voilà. Et tu l'écris dans ton livre, Mario, à l'OM, le vide n'existe pas, et on s'en rend compte tout au long de cet ouvrage. Nouvelle date que tu as sélectionnée, c'est celle du 6 mai. Alors, il y a 2 6 mai, il y a 88 et 2004. Et ce jour-là, en tout cas, réunit 2 immenses joueurs. Papin, légende vivante de l'Olympique de Marseille, Ballon d'Or 91, consultant également maintenant foot chez RMC, avec le terme papinade qui voit le jour, et puis Didier Drogba, ce 6 mai 2004, où l'OM est incroyable en demi-finale de Coupe d'Europe face à Newcastle, et il est auteur notamment des 2 buts. Tu voulais revenir sur ces 2 joueurs et sur la beauté de leurs buts et la naissance de ce terme papinade. En 2025, aujourd'hui, c'est toujours un terme qu'on emploie. Florent Germain l'a cité tout à l'heure, c'est une invention de mon ami Alain Pécheral,
à l'époque grand reporter au Provençal, qui quelques mois plus tôt avait déjà, à l'occasion d'un match OM Racing, titré Un papin de Noël et des petits souliers, parce que l'OM, c'était en décembre avant Noël, l'OM n'avait pas été très bon, mais Papin avait mis encore un but extraordinaire. Et ce jour-là, Alain Pécheral avait titré Un OM en Niort, et parce que l'OM avait battu Niort, et il avait appelé le geste de Jean-Pierre une papinade. C'est lui le créateur de ce terme, le 6 mai 1988, au Stade Vélodrome, à l'occasion de l'une de ces nombreuses reprises de volée qui ont marqué la belle carrière de Jean-Pierre Papin. Et il se trouve que j'ai découvert que le but de Drogba, avec ce fameux geste, avec ce dribble derrière sa jambe d'appui face à Newcastle, en pleine course, ponctué d'un but marqué du pied gauche, ce qu'on a appelé la Drogba, là aussi c'était un 6 mai, c'était le 6 mai 2004, et puis ce jour-là, en plus, il y avait une ambiance extraordinaire, beaucoup de gens, dont José Anigo notamment, m'ont dit qu'ils avaient senti le stade trembler, et je le crois volontiers, parce que dans la tribune aussi, on sentait quand même une vibration extraordinaire dans le stade, et c'est beau quand les gestes magnifiques, les gestes inoubliables sont associés à une victoire et à une ambiance inoubliable, elles aussi. 2 buts magiques. Qui était Flo lors de ce match où l'OM finit en finale et finale perdue face à Valence. Exactement. Et effectivement, là, c'était pas en tant que journaliste, mais bon, c'est des moments qui marquent. Et c'est ce qui est aussi plaisant dans ce livre-là, c'est que au-delà des histoires que tu racontes, Mario, et on en est gourmand, parfois tu retrouves des dates qui ont marqué l'histoire de l'OM pour le meilleur et pour le pire, mais ça fait du bien de retrouver certains moments forts d'un club, j'ai envie de dire, pas comme les autres. Une autre date sur laquelle tu voulais t'arrêter ? On a rigolé avec cette annonce de Compo. Fais-nous un petit peu rire aussi, Mario, sur ce gardien, là, le 16 septembre 51. Alors bon, ça date un peu, mais l'histoire est croustillante, un peu malheureuse au départ, mais d'un gardien qui ne peut au final exercer son rôle de goal qu'avec un seul bras sur la fin du match. Comment ça se passe ? Oui, c'est Armand Liberati qui était un excellent gardien de but. Il a été champion de France avec l'OM en 1948. Bon, il se trouve qu'au cours de l'été, il a eu un accident de voiture, il avait été blessé, il souffrait notamment du bras. Et lors des premières journées, donc c'est un junior qui a pris sa place, parce que le gardien remplaçant n'avait pas voulu re-signer. Donc le gardien remplaçant, il était réfractaire. Et donc le junior, au bout de 3 ou 4 matchs, je ne sais plus exactement, il ne voulait plus jouer en équipe première parce que s'il jouait, il était obligé de signer un contrat professionnel. Et bon, comme après, il savait qu'il n'aurait pas conservé sa place, il ne pourrait plus jouer en équipe réserve. C'était très compliqué tout ça. Et donc les dirigeants ont obligé Armand Liberati à jouer avec une piqûre de novocaïne pour calmer la douleur. Alors ça a très bien marché, l'OM menait largement au score, et puis au bout d'une demi-heure, la piqûre n'a plus fait effet, et vous savez, à l'époque, on jouait à 11, il n'y avait pas de remplacement, il n'y avait même pas de 12e homme, mais c'est même pas un joueur de champ qui pouvait aller dans les buts, donc au bout d'une demi-heure, Liberati a joué avec le bras en écharpe, même pas en écharpe, mais il avait un bras qui ne lui servait plus, et donc comme les Stéphanois, eux, n'étaient pas manchots, ils ont commencé à empiler les buts et l'OM a perdu 10-2 ou 10-3, je ne sais plus exactement. Et parce que Liberati ne pouvait pas se servir d'un de ses 2 bras. Et après, il a même été reproché par les dirigeants, ils ont eu le culot de lui reprocher cette blessure, de lui reprocher d'avoir joué blessé, alors que c'est eux qui l'ont forcé à jouer sous piqûre. Et il a très peu joué par la suite et il a fini un peu avec une certaine amertume. Alors que, je le répète, c'était un très bon gardien. Nous sommes avec Mario Albano, légende vivante de l'Olympique de Marseille. Il a suivi ce club pendant 39 ans et ça a donné notamment ce livre. Il en a écrit beaucoup, mais le dernier, c'est celui-là, l'OM, un jour, une histoire, à jamais les premiers, en hommage au 26 mai 93 qui paraît à Talent Sport. Et on revit l'histoire de l'Olympique de Marseille avec notre invité Mario Albano et avec Florent Germain.
Nous sommes toujours dans l'After Marseille avec Florent Germain, avec Mario Albano qui est avec nous pour nous parler de ce livre. Bientôt Noël, donc n'hésitez pas à offrir cet ouvrage. OM à jamais les premiers, un jour une histoire. Mario, on balaye avec toi les 365 jours de l'année. Il y a évidemment 366. des moments... 366 jours. Oui, il y a un 29 février, le 29 février 2000, l'OM a battu Chelsea en Ligue des Champions. C'est vrai. Il y a les moments magiques et puis il y a évidemment le pire, cette date qui a jamais gravé. Le 5 mai 92, tout le monde se souvient de ce drame, celui de Furiani. Et tu étais dans la tribune qui s'est effondrée et tu voulais revenir sur cette tâche indélébile. Bah oui, alors quand j'ai commencé à dresser les dates que je voulais utiliser pour ce livre, bah les deux premières que j'ai mises, c'est le pire et le meilleur, ou le meilleur et le pire, le 26 mai 93 et le 5 mai 92. Et petit à petit, j'ai écrit les textes pour tous les jours. Et puis, celui que j'ai gardé pour la fin, c'est celui-là, parce que je n'y arrivais pas. Il m'est arrivé depuis plus de 30 ans de réécrire des papiers sur ce qui s'était passé à Furiani ce jour-là. Et j'ai toujours du mal à m'y mettre. Moi, j'ai toujours été rapide, j'ai toujours écrit très vite, mais là, j'ai toujours beaucoup de mal à commencer. Je sais pas par quel bout l'aborder, parce que ça reste évidemment le pire souvenir de ma carrière, et puis c'est surtout le pire souvenir de la vie de beaucoup trop de gens qui supportent encore aujourd'hui les conséquences du crime qui s'est produit ce jour-là. 19 morts et près de 2400 blessés. Tu l'écris et il y a notamment cette phrase terrible dans le cadre de l'enquête lors du procès. Elle avait 100% de chances de s'écrouler. On parle de la fameuse tribune qui s'est effondrée, de cette fête qui est devenue un cauchemar pour beaucoup. Et il y a évidemment aussi une pensée pour Avi Assouli, tu en as parlé, qui était présent aussi à Furiani, qui a été blessé et à qui tu dédies également ce livre, Avi qui était aussi une légende de l'OM. Flo, on va retrouver le sourire avec toi. Avi Assouli et André de Roca. Exactement, et André de Roca. Mais ces livres-là, Mario, très franchement, ils sont... parfois durs à lire, mais ils sont nécessaires parce que quand on suit comme ça la vie d'un grand club comme l'OM, on se doit de connaître son histoire et j'ai envie de dire que c'est bien beau des fois les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs qui nous disent il faut comprendre Marseille, mais je pense qu'il devrait être obligatoire de lire pour les joueurs certaines œuvres, certains bouquins liés à l'histoire de l'OM. Et je me souviens, je sais que tu aimes bien ce joueur, oui, Karine. Ça me fait plaisir que tu en parles. Oui, je vais te parler de César Azpilicueta, qui, lors d'une interview, je crois que c'était presque sa première interview quand il arrive à l'OM, après l'interview, il est allé voir le service com, il est reparti de la salle de presse avec dans sa main des bouquins pour comprendre un peu l'histoire de l'OM. Donc, ça va au-delà du simple plaisir que peuvent avoir des supporters à retrouver les traces de l'histoire d'un club. Je pense que les joueurs devraient s'en imprégner. Si on retrouve un peu le sourire, quoique, enfin oui, l'histoire, elle est très rigolote. Donc, certains journalistes avaient kidnappé Anderson pour avoir l'interview avant même qu'il signe. Enfin, ça, c'est un truc qui peut plus jamais arriver. Donner un rendez-vous en gare d'Avignon, je sais plus par quel biais, et un peu tromper la direction. Par télégramme, c'est exceptionnel. C'est quel jour ça, Flo? C'est le 5 décembre 1950. Le kidnapping d'Anderson qui s'arrête en gare d'Avignon au lieu d'aller direction Marseille et la gare Saint-Charles. Il se trouve que le président de l'OM, Louis-Bernard Dancos, était en conflit avec les journalistes du Provençal, notamment Raymond Gimel, qui plus tard a été le rédacteur en chef du Provençal et qui m'a embauché en 1978. C'était une très 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 grande plume de la presse marseillaise. Et en début de saison, l'OM ne marchait pas bien. Raymond Gimel avait critiqué notamment la section offensive de l'OM. Et le président de l'OM, pour le punir, l'avait interdit de vestiaire, interdit d'interview. Et donc, pour se venger, Raymond Gimel et Lucien Dapo, qui lui était le directeur des sports, avaient décidé de monter un coup. Et ils avaient envoyé un télégramme
Alors il y avait un monsieur qui servait d'agent et de traducteur à Gunnar Andersson. Alors aujourd'hui, évidemment, ils arrivent par avion privé. Là, eux, ils prenaient le train de nuit entre Paris et Marseille. Et donc, il lui avait envoyé un télégramme en lui disant, pour éviter importun, prière descendre en gare d'Avignon, sans préciser de qui venait ce télégramme. Il s'était pas prétendu dirigeant de l'OM, mais bon, l'accompagnateur de Gunnar Andersson a cru que cela émanait de l'OM. Ils sont descendus du train en gare d'Avignon, je sais plus si c'était 2h50 du matin, un truc comme ça. Et là, sur le quai, ils sont tombés sur Raymond Gimel, Lucien Dapot, les deux journalistes du Provençal, avec le photographe Albert Botti, qui tout à fait honnêtement se sont présentés. On dit, on est journalistes, et puis ils sont allés dans un bar, ils ont bu un café au lait, et Gunnar Andersson a raconté son histoire. Et ils l'ont ramené en voiture à Marseille, ils l'ont mis dans un hôtel en face de la gare Saint-Charles, pour qu'il dorme. Et puis ils ont envoyé un autre télégramme ou un bouquet de fleurs, je sais plus, au président de l'OM qui attendait sur le quai de la gare pour lui dire écoutez, si vous attendez Andersson, il est dans l'hôtel en face de la gare, il dort, laissez-le dormir. Et vous savez, à l'époque, il y avait le Provençal, le journal du matin, et le soir, qui était une édition qui paraissait vers 14h, et c'est donc dans le soir qu'il y a eu ce scoop, l'interview, plusieurs pages de Gunnar Andersson par les reporters du Provençal et du Soir, en exclusivité. Et il avait même comparé, il avait dit qu'il ressemblait à Stan Laurel. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait aimé, Karine, être journaliste à cette époque-là, hein? C'est exactement ce à quoi je pensais. Sans la pression du téléphone portable, tu peux dribbler un peu les dirigeants, tu fais ce que tu veux. Et puis des rencontres magnifiques et des moments tellement incroyables et impossibles. Aujourd'hui, on continue avec notamment aussi un clin d'œil à une des très belles personnes du monde du football. C'est Michel Hidalgo qui nous a quittés pendant le Covid. Michel Hidalgo, c'est évidemment le sélectionneur de l'équipe de France, mais ça a été également le manager de l'Olympique de Marseille. Et tu parles des retrouvailles entre Michel Hidalgo et le fameux Cheikh. Ça, on est au 3 février 88. Oui, l'OM était parti faire un ou deux matchs amicaux au Koweït. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou ne le savent pas parce qu'ils étaient trop jeunes, en 1982, lors de la Coupe du Monde en Espagne, l'équipe de France a rencontré le Koweït, alors que les Bleus menaient, je crois, 3-0 ou 3-1. Alain Giresse a marqué un but. Et le cheikh du Koweït est descendu sur le terrain pour faire annuler ce but, prétextant qu'un coup de sifflet était parti des tribunes, que ses joueurs s'étaient arrêtés. Et l'arbitre avait annulé le but. Alors, Michel Hidalgo avait voulu protester. Alors, Hidalgo, il était en short, il avait un petit polo rayé ciel et blanc. Il avait voulu, lui aussi, pénétrer sur le terrain. Il avait été repoussé par la Guardia Civile. Et alors que le cheikh, il était entré sur la pelouse et le but a été annulé. Bon, l'équipe de France a gagné, l'arbitre a été suspendu à vie, le cheikh aussi, mais preuve qu'il n'était pas fâché. Quelques années plus tard, donc le cheikh alors je ne me souviens plus son nom exact parce qu'il est très très long. Il a invité l'OM et il a retrouvé Michel Hidalgo. Ils se sont embrassés. Et malheureusement, 3 ans plus tard, il est mort lors de l'envahissement du Koweït par l'armée irakienne. Il est mort en défendant le palais, alors qu'il aurait très bien pu faire comme le reste de la famille régnante. Il aurait pu partir. Mais non, lui, il est resté avec ses soldats pour défendre son palais jusqu'au bout, et il est mort. Donc voilà, au départ, l'affaire est très drôle, elle finit tragiquement, mais c'est aussi une des belles histoires du football. Oui, c'était lors de la guerre du Golfe, effectivement. Flo, il y a tellement d'histoires, et c'est vrai que tu l'as dit finalement, c'est un livre qu'on peut garder à côté de notre table de chevet, et tous les soirs on peut lire une ou deux dates pour connaître un pan de l'histoire de l'OM. Oui, non, mais ça va m'être précieux aussi en tant que journaliste et suiveur de l'OM. Tous les jours. Quand tu vas aller au Koweït, par exemple ?
Oui, aussi, effectivement, avant le trophée des champions, par exemple, raconter cette histoire. Voilà, tu me donnes une idée, Mario. Non, c'est pour ça que je te remercie au nom des suiveurs et amoureux de l'OM pour ce bouquin. En plus, ça nous a permis de te voir que tu es toujours tout beau et tout frais. Donc, ça fait plaisir. Mais Mario, on a une question. Moi, avec le recul, il y a une date, alors je ne sais plus si c'est en janvier ou en février. Nous étions ensemble à Bakou pour un match de l'OM contre le FC Karabakh. Et je raconte l'anecdote de ce fameux entraîneur azéri qui avait appelé l'arbitre pour faire annuler un but accordé à sa propre équipe parce que son attaquant avait marqué du bras, ce qui nous a tous rappelé l'histoire de Vata en 1990, mais là le but n'avait pas été refusé. Et donc je raconte cette histoire de 25 février 2022. Annulé à la demande de l'entraîneur azéri. Et je me souviens très bien, et avec le recul, je te présente encore mes excuses, parce que dans mon papier, j'avais cité les déclarations de ce fameux joueur qui avait marqué, qui expliquait comment tout s'était passé toute l'histoire. Et en fait, il avait dit à ton micro, tu étais le seul à l'avoir recueilli, et dans mon papier, je ne t'avais pas cité. Voilà. Donc, avec le recul, je te présente encore mes excuses parce que j'avais entendu ça, mais c'est toi qui avais recueilli les paroles de ce joueur africain qui avait discuté, je ne sais plus avec quel joueur africain de l'OM et qui avait donc avoué que... C'est Wajdi, effectivement. Wajdi. Et il s'était chauffé avec plusieurs joueurs. Matteo Guendouzi, il l'avait un peu aussi menacé. Il lui avait dit, je crois, t'es croyant, tu dois dire la vérité, sinon Dieu va te payer. Voilà. Bon, en tout cas, tu vois, j'avais même oublié ça et t'inquiète pas, je ne t'en prends pas ombrage, Mario, et ça m'a fait vraiment plaisir de te voir. J'en suis même ému parce qu'avec Mario, on a partagé aussi des déplacements européens, des moments très très sympathiques de l'histoire de l'OM. Je crois que la dernière fois, malheureusement, que je t'ai vu, Mario, c'était lors de l'inauguration d'un espace de commémoration de ce 5 mai 92 au Vélodrome, donc j'espère te voir dans d'autres moments. C'est la seule fois que je suis retourné au Vélodrome. Ouais. Je ne sais pas si on a le temps de poser la question, oui, Mario. Bien sûr. Pourquoi on ne te voit plus alors? Parce que certains parce qu'on n'a pas trop vu. Suiveurs fidèles et historiques de l'OM reviennent au Vélodrome de temps en temps. Toi, c'est vrai que on sent que tu prends un petit peu tes distances. Il y a une raison particulière à tout cela? Non, j'ai pas envie, tout simplement. Je regarde même pas les matchs à la télé, je lis pas les journaux. De temps en temps, je découvre des noms de joueurs. J'ai par exemple découvert fin septembre que Benjamin Pavard était à l'OM. Il est pas parti depuis, non? Non, il est toujours là. Oui. Bon, voilà. Donc non, je suis plus. Vous savez, souvent j'utilise cette image de la mousse au chocolat. Vous savez, on aime la mousse au chocolat. Mais quand vous en mangez 2 gros récipients comme ça, après, même un petit ramequin, vous n'avez pas envie. Donc voilà, c'est un peu le syndrome de la mousse au chocolat. J'en ai trop mangé, pour le moment, je suis à la diète. Peut-être que ça reviendra, hein. Peut-être que l'an prochain, je regarderai la Coupe du Monde. Mais enfin, pour le moment, non. Il y a des matchs à la télé, moi je regarde un film, une série, je lis... Merci beaucoup Mario d'avoir été notre invité. On rappelle que tu as couvert l'Olympique de Marseille, ton club pendant 39 ans. Cet ouvrage, donc OM à jamais les premiers, un jour une histoire. Vous pourrez revivre des grands moments de l'histoire de l'OM. C'est chez Talent Sport. Merci beaucoup Mario Albano d'avoir été avec nous pour revenir. C'est moi qui vous remercie. Sur l'histoire de l'OM. Merci beaucoup Mario, plaisir, Flo. à Marseille. On te retrouve évidemment toi toutes les semaines parce que l'actualité de l'OM ne meurt jamais. Évidemment, le vide n'existe pas. Mario l'a dit et tu suis au quotidien ce club ô combien à part. Si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Belle semaine à tous et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel After Marseille. RMC After Marseille.